laisser la parole à Monsieur Jaja, qui est amiénois de cœur, c'est ça? Et que certains d'entre vous ont déjà entendu, y compris sur ce sujet du train. Donc, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi que de présenter cette conférence en réponse à l'invitation de la Société des antiquaires de Picardie. Je suis ravi de pouvoir ainsi vulgariser mes travaux de recherche qui m'ont conduit à réaliser il y a 18 ans, à l'époque où j'étais étudiant à l'Université de Picardie-Jules-Verne, dans le cadre d'une première année de master spécialisé dans le phénomène guerrier, un mémoire très exactement intitulé « L'utilisation des voies de chemin de fer pendant la Première Guerre mondiale sur les fronts de la Somme et de l'Aisne et la reconstruction du réseau au sortir de la guerre sur la période 1914-1919 ». Mémoire qui me valut l'année suivante, en 2008, d'obtenir le 3e prix de la première édition des Talents de l'Histoire décerné par le Conseil général de la Somme. La conférence que je vous propose aujourd'hui va, comme son titre l'indique, s'articuler autour de 2 épisodes de la Première Guerre mondiale. En premier lieu, j'aborderai devant vous non pas la mémorable et tragique bataille de la Somme à proprement parler, mais plus exactement les mois de préparation qui ont précédé son déclenchement, au cours desquels un fantastique dispositif ferroviaire fut mis en place par les armées alliées, tel que jamais cela n'avait été le cas auparavant. La deuxième partie nous conduira 2 ans plus tard, au printemps 1918, dans une situation bien différente, au moment du lancement de l'offensive allemande, qui avait pour nom de code l'opération Michael. Les voies de chemin de fer vont alors se retrouver en première ligne face à l'avancée allemande et être utilisées à outrance par les forces alliées afin de contrer et de ralentir la progression ennemie et de préparer une contre-offensive. Dans cette situation, plus que jamais critique, certaines voies et infrastructures ferroviaires durent être détruites afin d'éviter qu'elles ne tombent entre les mains allemandes et qu'elles soient utilisées à leur profit. Donc les semaines précédant la puissante offensive franco-britannique dans la Somme durant l'été 1916 vont parfaitement témoigner du rôle grandissant du train dans la préparation de cette attaque. Il s'agissait pour l'état-major français de réaliser une importante percée dans les lignes ennemies afin de soulager les armées françaises à Verdun, harcelées par les Allemands depuis février 1916. Essentiellement du côté français, il y eut de considérables préparatifs en vue de la bataille à venir. Officiellement, ces préparatifs s'étendirent sur 4 mois, de la fin du mois de février à la fin du mois de juin 1916. Jamais auparavant, et dans les 2 dernières années de la guerre non plus, aucune bataille n'avait nécessité une aussi longue et méticuleuse préparation. Initialement, le projet prévoyait une attaque sur un front long de 60 km, mais cette ambition fut réduite par la suite. L'action devait alors être conjointement menée par la 6e armée française, appuyée plus au nord par la 4e armée britannique, et enfin plus au sud par la 10e armée française. Et derrière ces 3 armées, s'avançaient en antenne 2 lignes de chemin de fer à double voie, partant de la gare de triage de Longo, ici même sur la carte, pour se diriger respectivement de part et d'autre de la Somme, sur Albert d'une part et sur Chaulnes d'autre part. Chacune de ces lignes comportait 3 stations de médiocre importance. Pour la première, il s'agissait des gares de Corbie, Méricourt-Ribemont et Albert, et pour la deuxième, des gares de Villers-Bretonneux, Marcel-Cave, Viancourt-l'Équipé et Guillaucourt, ici même sur la carte. Ces gares, depuis 1914, s'étaient prêtées à l'entretien de la partie du front qu'elles avaient à desservir, tant que celle-ci n'avait pas éprouvé des besoins extraordinaires. Elles devenaient naturellement insuffisantes pour la préparation et le développement de l'offensive envisagée. Il fallait donc augmenter leurs ressources et surtout leur nombre. Les 2 lignes existantes avaient d'ailleurs une orientation se prêtant mal à cette dernière entreprise,
En effet, elle ne pouvait offrir que 2 alignements de gares disposés en profondeur, alors que l'idéal était d'avoir un chapelet de gares à peu près uniformément répartis derrière les troupes et à courte distance de celles-ci. On ne pouvait donc y parvenir qu'en construisant de nouvelles lignes. Ainsi, à compter du 1er février 1916 et dans les mois qui suivent, ce ne sont pas moins de 448 km de lignes à voie étroite, c'est-à-dire de 0,60 m de large, qui furent installées dans le département de la Somme et dans celui de l'Oise, dont 139 km après le commencement de l'offensive. Durant la Première Guerre mondiale, il existe 3 types de voies de chemin de fer. Les voies normales, les voies métriques et les voies étroites. Les voies normales sont celles qui existent de nos jours et qui comptent 1,43 m de séparation entre les 2 rails. Les voies métriques, comme leur nom l'indique, sont séparées d'1 mètre entre chaque rail. Et enfin les voies étroites, qui furent très largement privilégiées dans la préparation en vue des offensives, avaient un écart de 60 cm, que l'on appelait d'ailleurs les voies de 0,60 m. Il faut tout de même signaler qu'entre le déclenchement de la guerre, en août 1914, et ce fameux 1er février 1916, les armées du Nord, dans leur totalité, n'avaient reçu qu'une centaine de kilomètres de voies de 0,60 m. Les armées n'avaient en effet, jusqu'alors, pas considéré à sa juste valeur ce nouveau mode de transport. Le centre logistique de ce réseau à voie étroite est implanté à Montdidier, tout au sud de la carte, où réside le chef du réseau. Pour évacuer le matériel vers l'arrière afin de le réparer, la voie étroite fut posée d'ailleurs sur la voie métrique avec un rail commun. Et dans le village voisin de Ételfé sont établis les ateliers et le parc pour le matériel. Dans son journal de marche officielle, ce qu'on appelle le JMO, la 6e armée française mentionne pour la première fois la présence de lignes à voie étroite à la date du 27 février 1916. En effet, entre autres indications relatives à cette journée, on peut y lire, je cite, « Mouvement de troupes affectés à la voie de 0,60, dont le 22e bataillon du 3e régiment d'artillerie à pied, le RAP. » Fin de citation. Quelques semaines plus tard, le 17 mars, le JMO de cette même 6e armée indique que, je cite, « Le 75e bataillon de RAP, chargé de la voie de 0,60, se porte de Marcel-Cave à Quai. » Marcel-Cave, vous savez, ici même sur la carte, Quai étant situé ici même. Ces dispositions trouvent une explication plus limpide à compter du 14 avril, où l'instruction générale numéro 7709 du général Foch, commandant le GAN, qui est le groupe d'armées du Nord, prescrit la préparation d'une offensive sur un front de 3 armées en liaison avec les armées britanniques. Le front d'attaque français devrait s'étendre du village de Maricourt au nord à celui de Lassigny au sud, dans le département de l'Oise. Le JMO de la 6e armée précise, le 16 avril, je cite, « Cette instruction est complétée par une série d'instructions de détail au sujet de l'organisation du front et des moyens qui seront donnés. » Fin de citation. 10 jours plus tard, la note 8071 du GAN prescrit d'activer les travaux préparatoires de l'attaque. Le 4 mai, la note 8367 se fait plus explicite et mentionne, je cite, de conduire les travaux de manière à être prêt le 1er juin. Fin de citation. La construction bat donc son plein d'avril à juin 1916 et les lignes de ce réseau à voie étroite, qui seront les plus proches du front, furent achevées in extremis pour le déclenchement de l'offensive, finalement reportée au 1er juillet 1916. La compagnie de chemin de fer du Nord, sous les ordres de l'autorité militaire, s'attela sans relâche afin de mener à bien la réalisation de ce gigantesque dispositif ferroviaire. Mais face à une telle suractivité, et en considérant le court délai imparti pour que ces installations soient intégralement mises en place, la direction de la compagnie de chemin de fer du Nord dut faire appel, plus encore qu'à l'accoutumée, à du personnel militaire. Ainsi, dans le JMO de la 10e armée, à la date du 4 juin 1916, on peut y lire, je cite, « Le 2e groupement des bataillons d'instruction de la classe 1916
à la disposition du 13e corps d'armée en vue d'activer les travaux défensifs dans la zone de ce corps d'armée. » Fin de citation. Une phrase qui tente à prouver que les commandants d'armée ne sont pas plus au fait que cela de ce qui est en cours de préparation et encore moins de l'envergure du dispositif. Il a révélé aussi, afin de réaliser avec promptitude ces nouvelles voies, que l'on utilise les rails de lignes jugées inutiles dans cette période de préparation d'une offensive. Ainsi, la ligne de chemin de fer à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Abbeville, reliant la gare de Voincourt à celle d'Ault, située le long du littoral de la Manche, fut réquisitionnée le 12 juin 1916, puis démontée à partir du lendemain et dans sa totalité par l'autorité militaire désireuse d'en récupérer les rails. En revanche, la ligne allant de la gare d'Albert à Montdidier, qui était beaucoup plus proche du front, fut également réquisitionnée par l'autorité militaire, non pour être démontée, vous en doutez, mais afin d'y poser un troisième rail en vue d'y faire circuler également les trains à voie étroite et pour qu'ils puissent ainsi gagner les ateliers de réparation qui, je vous le rappelle, sont situés à Montdidier. Sur cette photographie prise dans les semaines précédant le déclenchement de la bataille de la Somme, vous pouvez découvrir les soldats transportant des voies étroites afin d'aller les poser. L'origine des voies étroites remonte à 1880, lorsque ces voies servaient dans les mines de charbon ou pour desservir des zones agricoles ou industrielles champêtres, afin d'importer et d'exporter plus rapidement des marchandises jusqu'à la gare la plus proche. Dans tous les cas, il s'agissait d'installations privées. À la veille de la bataille de la Somme, 14 lignes de voies de 0,60 m furent installées, équitablement réparties dans la zone sur laquelle allait bientôt se déclencher l'offensive alliée. Ainsi, le réseau de la 6e armée nord comprenait 4 lignes, dont la dernière, qui ne faisait pas partie du plan initial, a été rajoutée au moment ultime. Le réseau de la 6e armée sud, lui, s'appuyait sur 5 lignes. Et enfin, le réseau de la 10e armée se composait de 5 lignes également. Pour les deux derniers réseaux cités, les lignes se situaient à la hauteur et au sud de Montdidier et même dans le département de l'Oise, toutes raccordées à la voie ferroviaire allant d'Amiens à Estrée-Saint-Denis via Montdidier. Quant aux lignes dépendant de la 6e armée nord et qui furent les plus sollicitées dans le cadre de la bataille de la Somme, elles étaient chargées d'alimenter la zone comprise entre la ligne reliant Amiens à Chaulnes et le passage du fleuve de la Somme. L'axe Amiens-Chaulnes en constituait donc la source d'approvisionnement et les transbordements s'effectuaient à quelques kilomètres de distance sur la même ligne aux gares, donc je vous rappelle, Villers-Bretonneux, Marcel-Cave, Viancourt-l'Équipé et Guillaucourt. Toutes ces voies étroites étaient disposées suivant la forme d'un rayon et étaient réunies entre elles par des transversales. Ces lignes, de par leur étroitesse, avaient pour mérite d'être installées avec vélocité, car on pouvait raisonnablement réaliser 8 km par jour de voies doubles de 0,60 m, et ce dans le prolongement des voies normales qui devaient être poussées le plus avant possible. Ainsi, les voies étroites permettaient de se rapprocher encore davantage du front, 3 ou 4 km en moyenne de la zone de combat, mais parfois moins, et surtout, elles étaient moins sensibles que les voies normales aux imperfections topographiques du terrain. Il ne faut pas néanmoins sous-évaluer la capacité de ces voies de 0,60 m. Au début du mois de juin 1916, le trafic maximal estimé sur les lignes dont disposait la 6e armée nord n'était pas moins de 1000 tonnes par jour de marchandises diverses. Il est à mentionner que l'une de ces lignes, à elle toute seule, achemina jusqu'à 1500 tonnes par jour de marchandises durant l'offensive. D'autre part, à partir du 8 mai 1916, soit pratiquement 2 mois avant le lancement de l'attaque, et pendant les 50 jours suivants, c'est-à-dire jusqu'au 27 juin, 335 trains de munitions, soit pas moins de 10 157 wagons, furent acheminés. Cela ne représente cependant que 6 à 7 trains par jour, à raison de 40 wagons par train, soit entre 180 et 220 wagons journaliers. En effet, le débit
était limitée par la faculté d'absorption des gares de débarquement, dont tous les dépôts n'étaient pas encore organisés, par les longueurs du transbordement, ainsi que par la nécessité de continuer à alimenter les armées se battant aux abords de la ville de Verdun. Le trafic de munitions destiné à l'artillerie lourde représentait à lui seul 76 wagons par jour, soit près de 40% répartis sur les points de transbordement. 4 photographies vont vous permettre de mieux comprendre le cheminement et les conditions de transport des obus par chemin de fer. Tout d'abord, les obus sont déchargés dans les grandes gares où arrivent des trains qui circulent sur voie normale, et les obus que vous pouvez découvrir, qui sont rangés ici au premier plan, sont des obus de 155 mm. Chacun pèse quand même 43 kg. Ces 2 clichés ont vraisemblablement été pris le même jour à la gare donc, de Marcel-Cave, que vous situez très bien maintenant. Une fois entreposés dans ces gares, ces obus vont ensuite être chargés sur des trains circulant sur voie étroite qui vont les emmener au plus près du front. Ainsi, vous avez là un exemple de train de munitions acheminant des obus de 220 mm. Il faut savoir que les obus plus importants que ceux de 220 mm étaient transportés couchés et non debout, ce qui les rendait plus faciles à saisir à l'aide d'une grue. En voici la preuve sur ce cliché qui a été pris en juin 1916 entre le ravin de Froissy et celui d'Arbonnières. Il s'agit cette fois d'un train transportant des mortiers de 370 mm. Il faut savoir qu'une plateforme sur un wagon de voie étroite composé de 2 essieux, comme c'est le cas sur cette photographie, pouvait au maximum être chargée de 8 obus de 400 mm, ou bien de 10 obusiers de 370 mm, ou bien de 19 mortiers de 370 mm. C'est ce qui apparaît sur ce cliché, où sur chaque plateforme, il y a 19 obus rangés chacun dans le sens opposé à celui d'à côté. Ces quantités énormes de munitions furent entièrement déversées au cours des 7 premiers jours de la bataille de la Somme. On comprend mieux dès lors pourquoi le général Bizet, qui commandait l'artillerie, insista explicitement dès le 20 mai, alors que ces lignes à voie étroite étaient encore loin d'être toutes installées, pour que l'ensemble des dépôts de munitions de corps d'armée soient raccordés au réseau de voie étroite. Le lendemain, ce même général demanda que l'une de ces voies étroites soit prolongée afin d'être en mesure de ravitailler des batteries d'artillerie. Le surlendemain, le général Bizet demandait cette fois la mise en tranchée de la portion d'une ligne un peu avant le village de Suzanne, car il apparaissait que cette voie était visible par l'ennemi depuis les hauteurs qu'il occupait à proximité des villages de Curlu et de Frise. On ne peut dès lors que constater combien le commandement militaire commençait à prendre la mesure de l'importance de tous ces préparatifs en vue du bon déroulement, voire de la réussite, de la bataille à venir. Et c'est pourquoi aucun détail ne semble être laissé au hasard. La construction de ce réseau à voie étroite avançait rapidement, malgré les difficultés classiques d'approvisionnement en rail. Cependant, et en considérant que l'effort offensif allait être limité et concentré sur le secteur nord de la zone française, et surtout dans la zone britannique, le général Foch, commandant le groupe d'armées du Nord, annonce le 26 mai 1916 que le réseau de voies de 0,60 m, situé au nord de la ligne de chemin de fer reliant Amiens à Chaulnes, devait être terminé en première urgence. Une instruction du 27 juin suivant mentionnait les prolongements de ces voies étroites à prévoir après le succès de l'offensive, afin de déterminer le matériel à préparer pour le passage des voies au-dessus des positions alliées, au-delà des boyaux et tranchées de première et seconde ligne allemande, et enfin à travers les réseaux de barbelés ennemis. Le matériel correspondant sera précisément approvisionné par voie étroite et chargé sur wagon. D'autre part, les détachements de construction et les auxiliaires d'infanterie seront rassemblés le jour du déclenchement de l'offensive à proximité des points d'attaque, parés à réaliser des prolongements dès que l'ordre en sera donné. Je cite, « Les prolongements projetés relieront par des tracés relativement courts notre réseau aux lignes du réseau de l'ennemi dont nous connaissons l'existence,
C'est ce qu'indique l'instruction secrète numéro 10129 et signée du chef d'état-major, le lieutenant-colonel Vécan. Même si une telle instruction peut paraître un peu présomptueuse vis-à-vis de la suite des événements, il était cependant nécessaire de prendre des dispositions pour exploiter au minimum le terrain adverse en se basant sur un succès raisonnable de l'attaque. Il eût été en effet impensable de ne pas anticiper les différents moyens qui permettraient de profiter le plus rapidement et le plus aisément possible des bienfaits d'une offensive victorieuse. Ce n'était pas sans poser certains problèmes. L'offensive franco-britannique dans la Somme, vous le savez, débuta donc le 1er juillet 1916. Les lignes nouvelles, jusqu'alors cachées par des toiles ou des branchages afin de pouvoir être localisées par les avions de reconnaissance ennemis, sont donc décamouflées, comme en témoigne cette photographie. Il s'agit plus exactement du décamouflage d'une voie de chemin de fer à proximité du village d'Angest-en-Santerre, ici même sur la carte, en prévision de l'arrivée d'un canon de 400 mm de diamètre. Du 1er juillet au 1er novembre, soit pendant 4 mois, 40 600 wagons de munitions furent expédiés, soit en moyenne 330 par jour. En novembre-décembre 1916, et après une avance, disons, relative des armées alliées, une ligne à voie étroite a été prolongée jusqu'à la lisière du front, à hauteur du village de Bouchaven-Vergène. Il s'agissait là d'un passage très dangereux, sur 1 km, en vue de l'ennemi, qui ouvrit fréquemment le feu tout d'abord sur l'équipe de pause, les victimes furent nombreuses, puis par la suite sur les trains eux-mêmes. Et cela a été d'autant plus dangereux que le sort de la 6e armée était lié à celui de la voie de 0,60. En effet, à partir des gares de Maricourt et de Frise, il n'existait plus une route praticable aux camions. Les chemins étant transformés en pistes dangereuses où les fourgons s'enlisaient, la voie étroite était donc devenue le seul remède à une situation d'une gravité extrême. En d'autres termes, si elle venait à être interrompue, l'armée n'étant plus réapprovisionnée était ni plus ni moins obligée d'évacuer le terrain gagné au prix de tant d'efforts. Il n'exista pas dans l'histoire de la guerre d'exemple aussi caractéristique des services rendus par la voie étroite, qui n'était pas sans rappeler le service routier de la voie sacrée qui avait permis de sauver une situation quasi désespérée à Verdun durant la même année 1916. Le nombre de tués dans les unités de voie étroite ainsi que dans les unités auxiliaires s'éleva à 88 et le nombre de blessés à 231. En revanche, les voies étroites ne furent, lors de cette bataille de la Somme, qu'occasionnellement utilisées pour le transport des troupes d'un point à un autre du front. En dépit de l'état désastreux du terrain, les soldats devaient accomplir leur déplacement à pied, le cas échéant par camion. Le transport d'un bataillon entier devait nécessiter de mettre à sa disposition plusieurs trains afin de le convoyer. Outre le matériel et la main-d'œuvre que cela représentait, un tel transport engendrait un surplus de trafic sur plusieurs lignes qui conduisait indubitablement à des retards pour les trains de ravitaillement. Et c'est la raison pour laquelle le recours au train n'était pas privilégié pour le trajet des troupes, afin que ce moyen de locomotion soit essentiellement employé pour le ravitaillement. Tout ce dispositif de voie de 0,60 m s'appuyait sur les gares régulatrices des grands réseaux, où des faisceaux complémentaires sont construits. D'une part, les gares des lignes du secteur sont aménagées. Sur la ligne en direction de l'Est, reliant Amiens à Chaulnes, il s'agit, vous le savez maintenant, des gares de Villers-Bretonneux, Marcel-Cave et Billancourt-l'Équipé. Sur la ligne qui mène vers le sud-est d'Amiens à Montdidier, les gares de Moreuil, Argicourt, Bouillancourt-la-Bataille et bien sûr Montdidier furent agrandis, et il y a aussi les 2 gares de triage situées dans la périphérie est d'Amiens, Longo et Boves. D'autre part, plusieurs antennes de voies normales furent établies. Ainsi, une ligne nouvelle fut tracée au sud de Moreuil, on la voit très bien ici sur cette carte, jusqu'à Billancourt-l'Équipé et achevée vers le 1er juin 1916 afin de relier les axes Amiens-Montdidier et Amiens-Chaulnes sans avoir à passer par Amiens.
Après le déclenchement de la bataille de la Somme et la modeste progression des armées alliées, cette ligne à voie normale fut prolongée 15 km plus au nord-est de Viancourt-l'Équipé jusqu'à Bray-sur-Somme, ici même sur la carte, afin de suivre le mouvement des troupes en avant. En réalité, c'était autant pour répondre aux nécessités croissantes de la bataille que pour rapprocher les gares des combats régimentaires. Le terrain connu, le tracé de cette ligne fut établi en 24 heures, ce qui relève du record. Cette portion de ligne, composée de 18 km de voies principales et de 13 km de voies annexes, fut commencée à peine 4 jours après le lancement de l'offensive, donc le 5 juillet 1916, et achevée 45 jours plus tard, le 20 août. Au nord de la voie allant d'Amiens à Chaulnes, une autre antenne fut lancée de la gare de Marcel-Cave, ici même, jusqu'à la gare de Cerisy, cette ligne permettant de doubler celle à voie étroite installée juste à côté sur le même itinéraire. Conscient de l'importance majeure du dispositif ferroviaire dans le ravitaillement des armées alliées, les voies de chemin de fer et les gares furent de plus en plus fréquemment prises pour cible par les Allemands, que cela soit par l'artillerie ou par l'aviation. Ainsi, le JMO de la 10e armée indique à la date du 18 août 1916, je cite, « L'ennemi a bombardé la gare de Proyard, qui a été en partie incendiée. Le ravitaillement exécuté à cette gare a dû être reporté à Marcel-Cave. » Fin de citation. La gare de Proyard, d'ailleurs mal orthographiée sur la carte, puisque c'est écrit trop tard, Proyard se situe ici même. Même chose 7 jours plus tard, le 25 août, lorsque les gares de Quesnel et de Viancourt-l'Équipé, ici même sur la carte, Viancourt-l'Équipé étant situé ici, sont bombardées par des obus de gros calibre. Dès lors, le 30 septembre, le général commandant la 10e armée, le général Michler, prescrit aux compagnies d'artillerie d'aviser téléphoniquement l'artillerie de l'armée en cas de bombardement de gares de ravitaillement ou de cantonnement de repos. Ainsi pourra être facilitée une riposte immédiate. Une mesure qui n'empêcha pas pour autant un nouveau bombardement allemand sur la voie ferrée aux abords de Proyard le 17 octobre. Celui-ci provoqua le déraillement d'un train, bien qu'aucune perte en hommes ne fût à déplorer. Il en est tout autrement 4 jours plus tard, le 21 octobre, lorsque les avions allemands survolent Viancourt-l'Équipé, Marcel-Cave et Montdidier. Je cite, « Leurs bombes ont incendié un hangar écurie à Viancourt-l'Équipé, coupé la voie ferrée en plusieurs points aux abords de la gare de Montdidier. Elles ont fait au total une dizaine de blessés, stipule le JMO de la 10e armée. D'autres bombardements de même nature furent à déplorer les 21 et 25 octobre suivants. Les Allemands ont parfaitement saisi qu'au-delà des affrontements sur la ligne de front, la destruction des infrastructures ferroviaires pouvait enrayer sensiblement l'avancée des armées alliées. Alors voici un exemple de gare victime de bombardements de l'artillerie allemande. Il s'agit de la gare de Rosières-en-Santerre, où le poste des signaux a été mis à l'abri, renforcé, on le voit ici, par des sacs de terre. La gare de Rosières-en-Santerre, qui se situait relativement près du front, puisque je vous rappelle que le front se situe approximativement ici même. Enfin, il y eut, sur ces voies normales, les épis, chargés d'accueillir l'artillerie lourde sur voie ferrée, communément appelée la LVF, et l'artillerie lourde à grande puissance, la LGP. Alors, on entend par épi des voies de chemin de fer en cul-de-sac et en zigzag, avec de longues courbes, afin d'orienter dans la direction souhaitée la LVF ou la LGP, car le canon ne peut s'orienter sur son affût. Cette vue aérienne, du moins qui est assez intéressante, prise sur les champs de bataille de la Somme en 1916, vous permet de découvrir ces fameux épis sur lesquels s'engage, on voit les voies de chemin de fer ici même, l'artillerie lourde sur voie ferrée. Quelques mètres derrière se trouvent les wagons transportant les obus. On les voit donc très très bien sur ces deux voies de chemin de fer. En effet, le rail ne s'est pas contenté d'alimenter la lutte par ces transports. Il est entré au cœur même de la bataille. La destruction de certains objectifs, soit trop solides, soit trop lointains, a exigé des canons puissants et par conséquent très lourds. Et pour donner à de telles masses la mobilité stratégique indispensable, le rail était tout désigné comme plateforme idéale pour le roulement
associant la rapidité du déplacement et le poids considérable à déplacer. Et c'est dans cette optique que naquit la LVF. Les locomotives qui devaient déplacer de telles pièces furent mises à rude épreuve, d'autant plus que les voies sur lesquelles elles évoluaient, posées provisoirement pour l'artillerie, étaient inégales et mettaient à mal leur suspension, leur ressort, leur balancier. Ces très gros canons n'avaient pas été inventés pour la guerre terrestre. Ils existaient déjà auparavant, mais sur les navires de guerre. La marine, en effet, avait recours depuis les années 1870-1880 à ces gros calibres. L'artillerie lourde sur voie ferrée et l'artillerie lourde à grande puissance n'était donc que la transposition terrestre de l'artillerie de marine. Mais elle reste tributaire de la voie, des installations ferroviaires, qu'un sabotage ou une petite bombe peuvent très rapidement neutraliser. La LVF et la LGP devaient donc compter sur l'état du réseau ferré, la capacité du génie à construire ou à reconstruire les lignes, et aussi sur les aptitudes des états-majors à planifier des mouvements de troupes et de matériel sans risque d'encombrement des lignes. Or, souvent, l'artillerie fut victime de l'encombrement des lignes en temps de guerre. Les premiers projets d'établissement de ces épis furent remis le 25 avril 1916. Ceux-ci prévoient un raccordement entre la ligne de Montdidier à Roye, tout au sud de la carte, ainsi que de nombreux épis connectés à la ligne allant d'Amiens à Chaulnes, entre les gares de Viancourt-l'Équipée et de Rosières-en-Santerre, et enfin une ligne plus au sud, vers les villages de Quesnel et de Beaufort-en-Santerre, raccordée à la Voie Nouvelle, cette fameuse voie reliant le sud de Moreuil, ici même, à la gare de Viancourt-l'Équipée, à la hauteur de Mézières-en-Santerre, ici même. Donc voilà quelques épis avec les courbes qui sont réalisées donc, dans cette période de 1907. Alors voici quelques illustrations d'artillerie lourde sur voie ferrée et d'artillerie lourde à grande puissance sur le champ de bataille de la Somme en 1916. Sur ce cliché également pris sur le champ de bataille de la Somme en 1916, il vous est possible de découvrir un canon d'artillerie lourde à grande puissance, nuitamment en action. Sur cette photographie, il vous est donné de voir un canon d'artillerie lourde sur voie ferrée sur le front de la Somme. Il s'agit d'une pièce de 32 cm de diamètre, modèle 1870-1884, une dizaine de canons de ce type, en effet, équipés des batteries côtières bien avant l'ouverture du premier conflit mondial. Et précisément, en complément de cette photographie, vous pouvez assister ici au chargement d'un obus de 320 mm, c'est-à-dire 32 cm, dans un canon de modèle 1870. Ah, ça va revenir, voilà. 1870-1884. À titre indicatif, un treuil était indispensable pour porter ce type d'obus qui, mine de rien, pesait tout de même 387 kg. Dans le secteur de Lyons, non loin de Rosières-en-Santerre, voici un canon de 305 mm en train de tirer. La scène se déroule le 31 août 1916, 2 mois après le début de la bataille de la Somme. Photographie intéressante que celle-ci, où vous pouvez contempler, l'un à côté de l'autre, 2 canons d'artillerie lourde sur voie ferrée sur le front de la Somme. Photographie intéressante car il ne s'agit pas de 2 modèles identiques. En effet, au premier plan, j'entends donc cette pièce-ci, vous est donné de voir une pièce de 32 cm modèle 1870-1884, telle que nous venons d'en découvrir une il y a quelques secondes, sur affût à glissement. Alors ça signifie que lorsque l'obus est lancé, l'ensemble de cette LVF recule en roulant sur la voie et doit donc être ramené en position après chaque tir. Tout le contraire du modèle à côté, ici même, qui lui est un canon de 305 mm modèle 1893-1896 sur affût à châssis, qu'on appelle également affût à berceau. C'est donc le système du berceau composé de 2 plaques en acier parallèle reliées par 2 fortes entretoises. L'armature sur laquelle le canon repose glisse au recul sur 2 poutrelles également en acier qui constituent à proprement parler le châssis. Autrement dit, le canon après le tir recule, mais pas le wagon. Et vous avez là, sous un angle différent, un autre canon
de marine modèle 1893-1896, mais de 16 cm de diamètre en revanche. L'artillerie lourde sur voie ferrée est parfois appelée train blindé par les journalistes de l'époque et même par les poilus. Pourtant, malgré l'existence de blindage, les artilleurs de l'ALBF n'ont jamais employé l'appellation de train blindé car ces trains avaient une vocation différente et j'aurai l'occasion dans quelques instants de vous présenter des exemples de trains blindés. Au total, dans le cadre de cette bataille de la Somme, la longueur de voie causée se montait à 272,4 km, à raison de 191 km avant la date fatidique du 1er juillet 1916 et les 80 autres kilomètres dans les semaines ultérieures. Ces 272,4 km furent répartis de la façon suivante, avec 19,8 km pour l'amélioration des gares existantes, 24,8 km de voies de garage et de triage, 124,7 km de voies spécialisées pour recevoir l'ALBF et la LGP, et plus d'une centaine de kilomètres de voies nouvelles. À travers cet exemple de la bataille de la Somme, on ne peut que constater que le réseau ferré fait sans conteste partie intégrante de la préparation d'une offensive. Il joue en effet un rôle majeur, car c'est souvent selon l'endroit où pourra être réalisée une nouvelle ligne que le GQG, le grand quartier général, détermine les lieux du déclenchement d'une attaque. Le haut commandement des armées est donc prisonnier du terrain et il ne peut attaquer que sur un secteur où boyaux, tranchées, abris, téléphones et lignes de chemin de fer sont préparés d'avance. Néanmoins, il est à noter que lorsque la commission de la compagnie de chemin de fer du Nord reçoit l'ordre du haut commandement d'établir de nouvelles lignes ou d'agrandir certaines gares, elle n'est nullement informée ni du lieu exact où s'effectuera cette bataille, ni de l'ampleur de celle-ci, et encore moins de la date de son déclenchement, ce qui justifie le hiatus entre l'envergure d'une offensive et les infrastructures installées pour la conduire à bien. La préparation d'une offensive comporte la création de l'ossature du champ de bataille, et cette ossature repose sur les voies de normes normales nouvelles, les gares nouvelles sur les voies anciennes, les routes élargies, les chemins de fer à voie de 0,60 m et les téléphones. Dans la préparation d'une offensive, les trains pouvaient également servir pour des opérations de reconnaissance. Les trains blindés, qui étaient utilisés à cet effet, franchissaient et pénétraient à l'intérieur des lignes ennemies. L'artillerie allemande, et même parfois la cavalerie, n'hésitaient pas à s'attaquer à ces trains pour leur éviter de poursuivre leurs investigations en les empêchant de se porter plus avant et donc pour les faire repousser ou en les détruisant. Voici 3 exemples de trains blindés. Tout d'abord, cette photographie prise dans la Somme en 1917, présentant un train blindé s'apprêtant à partir en reconnaissance derrière les lignes ennemies. Et comme je vous l'ai indiqué, l'artillerie sur voie ferrée n'était que la transposition de l'artillerie de marine, et c'est la raison pour laquelle il n'était pas rare, comme en témoigne cette photographie, que ce soit des fusiliers marins qui soient affectés à l'artillerie sur voie ferrée. Ensuite, cette photographie prise dans la Somme, également en 1917, d'un train blindé français en pleine action, arrêté derrière les lignes allemandes. Il ouvre le feu sur l'ennemi. Dernier exemple, il s'agit cette fois d'un wagon isolé, mais qui, lui, ne s'est évidemment pas aventuré de l'autre côté du front. Il est resté derrière les lignes françaises. Nous sommes là en présence d'une pièce de 164 mm de marine en position de tir. Cette photographie date du 31 août 1916, c'est-à-dire 2 mois après le déclenchement de la bataille de la Somme, et a été prise près de quai qui se situe ici même sur la carte. Et vous pouvez découvrir sur ce cliché un poste de commandement situé à bord d'un train blindé. Durant l'année 1915, il fallut un peu plus de temps pour convaincre les autorités militaires, d'une part que la guerre de tranchées allait se prolonger, et d'autre part que le chemin de fer à voie étroite ou de campagne était indispensable. Leur prise de conscience se produisit lorsqu'au début de l'année 1916 furent révisées par le GQG, le grand quartier général, les zones affectées aux armées et que fut attribué aux troupes anglaises tout un secteur de la ligne du front
entièrement équipée en réseau de campagne et qui était confiée auparavant à la 10e armée française. Dans la zone britannique, une voie normale s'embranchait sur la ligne se dirigeant vers le nord-est et reliant Amiens à Albert, au niveau de la gare de Dernancourt, et décrivant ensuite une boucle vers Morlancourt avant de gagner l'important plateau situé au sud d'Albert, ici même sur la carte, entre les villages de Bray-sur-Somme, ici même, et de Fricourt, et cette voie fut prolongée plus à l'est encore sur les villages de Maricourt et de Montauban de Picardie, après l'avance des troupes britanniques. Il faut dire que ces voies normales se généralisèrent dans cette vaste zone après le succès de l'offensive alliée, avec une restructuration parallèle des voies de 0,60 m. Tous ces travaux d'aménagement furent menés activement grâce, selon le directeur des chemins de fer aux armées, le colonel Lenaf, je cite, à une liaison constante et confiante entre le commandement et le service militaire des chemins de fer. Fin de citation. Pour autant, il est à noter que les Anglais ne réalisèrent dans leur zone des voies étroites qu'à proximité du front, préférant à l'inverse des Français les voies normales pour le trafic de l'arrière. Ainsi, sur la ligne à voie normale reliant Amiens à Doulan et précédemment doublée par les Français, les Anglais greffèrent dans la gare de Candas, située à 10 km au sud-ouest de Doulan, un embranchement pour mener vers leur position. 10 trains de munitions par jour convergeaient vers le secteur britannique, et il est à noter également que le 27 juillet 1916, soit 4 semaines après le déclenchement de la bataille de la Somme, les voies de chemin de fer de la gare Saint-Roch à Amiens étaient doublées. Donc, c'est véritablement durant l'année 1916 et après l'importante bataille de Verdun que le réseau ferré connut une mutation d'importance, passant d'une fonction jugée utile à un rôle hautement stratégique. Ce qui signifie que le GQG des armées ne peut plus concevoir une offensive quelle qu'elle soit sans tenir compte de l'état du réseau dans le secteur où celle-ci doit avoir lieu. En d'autres termes, la topographie de la zone doit impérativement permettre le passage des trains, et ça engendre a fortiori une plus longue préparation à la veille d'une bataille, et la bataille de la Somme en est un exemple saisissant. Ainsi, en vue de la grande offensive alliée prévue au printemps 1917, le maréchal Douglas Haig, qui commandait les troupes britanniques engagées sur le front français depuis 1915, eut un entretien en février 1917 avec le général Nivelle, fraîchement nommé commandant en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est depuis le mois de décembre précédent, en remplacement du général-chef. Les deux hommes reconnaissent qu'en ce qui concerne la date du déclenchement de l'attaque, ils dépendent des chemins de fer du Nord et s'accordent à ne déclencher l'offensive que si leurs besoins communs ont été satisfaits. Et dans cette optique, ils n'envisagent pas cependant de reculer la date fatidique de plus d'une dizaine de jours. C'est à un contexte totalement différent que les armées alliées vont devoir faire face un peu moins de 2 ans plus tard, au mois de mars 1918, ce qui nous conduit donc à la deuxième partie de cette conférence. Il s'agit cette fois-ci non plus de planifier longtemps à l'avance les préparatifs d'une bataille, mais au contraire de contrer une offensive allemande. Durant cette période d'extrême tension, où le sort de la guerre est en passe de basculer en faveur des Allemands, les voies de chemin de fer vont jouer un rôle essentiel. Force est de reconnaître que cette offensive allemande n'avait rien d'une surprise pour les armées alliées, qui s'y attendaient depuis des mois, bien qu'elles en ignoraient, ça va sans dire, la date est due. En effet, vous le savez, au cours de l'année 1917, la situation générale avait été bouleversée. La révolution bolchevique avait provoqué l'effondrement du front russe. Le 15 décembre 1917, un armistice était signé à Brest-Litovsk entre les soviets et les puissances centrales, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche, et fut suivi d'une paix le 3 mars 1918. Dès lors, les divisions allemandes et austro-hongroises du front de l'Est furent en grande partie libérées, ramenées en Allemagne et en Autriche, rapidement réformées et envoyées sur le front occidental. Il ne fait donc plus de doute pour personne qu'une puissante offensive générale sera lancée au printemps par les Allemands. Durant l'hiver
1917-1918, une défense en profondeur est organisée avec lignes de communication et dépôts, et 3 zones de défense successives sont établies. Il y a tout d'abord la zone rouge, avec le front lui-même, ensuite la zone bleue, qui recouvre les 5 km derrière le front, et enfin la zone verte qui s'étend sur 20 à 25 km en arrière. Par ailleurs, les démolitions de routes, voies ferrées et ouvrages d'art sont d'ores et déjà préparés. Quelques semaines après le déclenchement de cette offensive allemande, de mars 1918, le réseau du Nord subit une amputation nouvelle, et non des moindres, en avril et mai 1918, lorsque, à l'approche des armées ennemies, les convois ne passent plus à Amiens, mais à Longo. Néanmoins, les transports totaux ne baissent que d'une façon peu sensible. En effet, les transports civils sont considérablement réduits et remplacés par des transports militaires. Ainsi donc, lorsque débute l'offensive allemande, le 21 mars 1918, le réseau du Nord vit encore à l'état de régime. Un rapport émanant de la commission du réseau en date de ce même jour et rédigé à 18 h indique, je cite, que la situation du réseau du Nord est bonne dans l'ensemble jusqu'aux limites de la zone bombardée. Fin de citation. Ce qui signifie que les gares régulatrices, anglaises et françaises, expédient régulièrement, sans à-coups, les trains de ravitaillement et les trains d'hiver habituels vers leur lieu d'utilisation. Il n'y a donc dans l'immédiat aucun courant de troupes pour parer à cette puissante offensive allemande. Le 25 mars 1918, néanmoins, la ligne reliant Longo à Arras est coupée à la hauteur de la gare de Miromont, située dans la Somme, à peu près à mi-chemin entre les villes d'Albert et d'Arras. Le 26 mars 1918, ce sont toutes les voies gérées par les Anglais à l'est de la ligne allant de Longo à Arras qui sont évacuées. Le lendemain, et devant la spectaculaire avancée allemande, les gares de Longo, Amiens et Saint-Roch sont à la portée de l'artillerie allemande. 24 heures plus tard, le 28 mars 1918, les armées allemandes ayant sensiblement progressé, nous assistons sur le réseau du Nord à plusieurs courants de troupes françaises du nord-ouest, du sud-ouest en provenance de Rouen, du sud en provenance de Pontoise et du sud-est en provenance du Bourget et de Crépy-en-Valois. Tous ces courants matelassent le front de Compiègne à Amiens. Au même moment, les troupes anglaises descendent d'Hazebrouck et de Berguette, situées dans le Nord-Pas-de-Calais, vers Doulan, au nord d'Amiens. C'est ce même 28 mars 1918 que la ville de Montdidier tombe entre les mains des Allemands. Dès lors, non seulement la ligne reliant Boves à Montdidier est inutilisable, car elle se trouve partiellement sous le contrôle allemand, mais il faut noter également que, de par sa proximité et en raison de nombreux bombardements allemands, la ligne reliant Amiens à Creil, c'est-à-dire cette ligne-ci, est inexploitable entre les gares de Boves et de Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise. Il faudra attendre pas moins de 4 mois et demi et l'offensive franco-anglaise du 9 août 1918 pour qu'il en soit autrement. À la fin de ce même mois de mars 1918, des bombardements aériens allemands engendrent de nouvelles destructions sur le nœud ferroviaire d'Amiens et par conséquent, il n'est plus possible de communiquer avec la région du front au nord de la Somme que par la ligne unique reliant Longrois-Gamache à Longpré-les-Corsins à l'ouest d'Amiens, une ligne aujourd'hui disparue. Cette ligne, avec une capacité de seulement 12 trains par jour, qui pouvait être portée à 18 trains au prix de quelques travaux à faire, on pouvait également compter sur la double ligne à voie normale allant à Abbeville, qui pouvait assurer une capacité de 72 trains journaliers. Ce qui signifie que ces deux transversales pouvaient, dans le meilleur des cas, absorber le trafic de 90 trains, tandis que l'approche des Allemands nécessitait pour les Alliés 140 trains par jour, avec des points pouvant atteindre 212 trains. Le 26 mars 1918, le général Foch fut chargé par les gouvernements britanniques et français de coordonner l'action des armées sur le front ouest. En d'autres termes, le général Foch devenait, à dater de ce jour, commandant en chef des armées aériennes. Dès le 3 avril suivant,
dans sa directive numéro 2, le général Foch déclarait, je cite, qu'il fallait éloigner le plus possible l'ennemi, d'une part, de la voie ferrée Saint-Just-en-Chaussée, Breteuil, Amiens, et d'autre part, du nœud de chemin de fer d'Amiens. Fin de citation. Le général Foch souhaite donc par-dessus tout que soit évitée une rupture entre les armées françaises et britanniques, ce que, précisément, recherchaient les Allemands. Les très lourdes pertes subies lors des attaques allemandes à Arras et dans la Somme obligent à penser à raccourcir le front anglais. Il va donc falloir abandonner tout le nord de la Somme. Ainsi, la ligne reliant Amiens à Dunkerque, via les gares d'Abbeville, Frémont, Béthune et Hasbrook, ne fut plus exploitée. La seule liaison entre les armées françaises et anglaises fut donc l'axe ferroviaire important, reliant également Amiens à Dunkerque, mais en passant par les gares d'Abbeville, Étaples et Calais. Celle-ci, tout naturellement, fut rapidement saturée, ce qui accrut la fragilité stratégique de la gare d'Amiens. Les armées allemandes n'étant plus qu'à quelques kilomètres de la ville d'Amiens, la perte de ce nœud de communication ferroviaire devint une éventualité non dénuée de sens. Pour parer à cette situation, pour le moins précaire, il devient primordial de construire une rocade nouvelle afin de contourner Amiens. Celle-ci avait été envisagée par le GQG dès le 23 mars 1918, soit 2 jours après le déclenchement de l'offensive allemande. Mais à ce moment-là, il était prévu de la réaliser à l'est d'Amiens. Évidemment, l'approche des armées ennemies avait rendu cette option inenvisageable. Et dès lors, le tracé de cette future rocade allait tout naturellement se situer loin derrière le front, à l'ouest d'Amiens, pour assurer le trafic entre le sud et le nord via la gare d'Abbeville. Ainsi donc, l'état-major français n'a pas perdu de temps pour examiner les améliorations à apporter au réseau du Nord. Le 5 avril 1918 se tient une première réunion pour l'examen préalable des travaux. L'ordre est donné d'entreprendre les études de la construction et de toute urgence d'une ligne qui suppléera à la coupure éventuelle à Amiens de la grande ligne nord-sud allant de Paris à Dunkerque. Il est évident qu'il ne suffit pas seulement de construire cette ligne, encore faut-il que ces accès aussi soient aménagés pour que les trains puissent y accéder et en repartir dans toutes les directions possibles. Ces voies nouvelles allaient devoir rendre indispensable, entre autres, le doublement de la ligne reliant Longroy-Gamache à Longpré-les-Corsins, et qui fut entrepris par les Anglais, le doublement de la ligne allant d'Abbeville à Frémont, le Pas-de-Calais, le quadruplement de la ligne longeant le littoral et menant de Pontoise à Étaples, avec raccordement dans le village de Pont-et-Marais, à la lisière ici même de la ville 2, en Seine-Maritime, permettant au train d'aller d'Abbeville à Abancourt dans l'Oise sans avoir à entrer dans la gare 2 pour y faire demi-tour. Dans la foulée, il y eut aussi de nombreuses autres constructions et améliorations, telles que les gares de ravitaillement et de débarquement, l'alimentation en eau des locomotives, les postes d'aiguillage, les passages à niveau, la signalisation et les liaisons téléphoniques. Ainsi, 2 ateliers de contrôle et de changement de roue pour les wagons furent implantés à Abbeville et à Pontoise. La commission du réseau du Nord arrête alors la date du 15 août 1918 pour l'achèvement complet de l'ensemble de ces chantiers. Une véritable gageure que pourtant ne considère pas comme telle la direction des chemins de fer, la DCF. En effet, celle-ci, dans une note datée du 21 juin 1918 et adressée au ministère de la Guerre, considère que les délais prévus pour mener à bien toutes ces transformations sont exagérés. La DCF semble alors sous-estimer l'ampleur de ce vaste projet. Dans cette même note, elle exprime son souhait de voir toutes ces réalisations être conçues dans les plus brefs délais possibles, en écrivant alors, je cite, « Étant donné les circonstances et la nécessité absolue de pouvoir faire mouvoir les réserves sur tout ce front, il est absolument indispensable que la plus grande partie de ces travaux soit terminée avant les dates actuellement prévues, et nous voudrions que dans leur ensemble, ces travaux fussent livrés en juillet. » Fin de citation. La réponse du ministère de la Guerre tombe quelques jours plus tard,
et approuve la date fixée par la commission du réseau du Nord, faisant valoir à la DCF, je cite, que l'on ne peut dire que les délais d'exécution prévus soient exagérés, et l'on doit au contraire considérer que la date du 15 août indiquée pour l'achèvement complet constitue un minimum qui ne pourra être respecté que grâce au temps exceptionnellement beau et sec dont nous jouissons depuis 2 mois. Fin de citation. Le rythme est donc donné, et l'étude complète de cette importante bonne nouvelle fut menée en un temps record de moins de 15 jours. Le 20 avril 1918, les autorités militaires donnent leur approbation, confirmée le 24 avril par le ministre des Travaux publics, puis le même jour par le gouvernement que dirige Georges Clemenceau. Il s'est donc tout juste écoulé 3 semaines entre la mise à l'étude et la décision finale. Pour construire ce nouvel axe ferroviaire important, il n'était pas question de perdre du temps en procédant à des expropriations. Les terres indispensables au tracé de cette ligne seront péremptoirement occupées et l'indemnisation des propriétaires se fera le moment venu. Il fut donc décidé de réaliser une ligne à double voie et à bon profil reliant la gare de Pontoise, située au nord-ouest d'Abbeville, à celle de Feuquières-Roquier, se trouvant à 62 km au sud, dans le département de l'Oise, et à 4 km de la gare d'Amont. Cette ligne mérite d'être citée en exemple comme ampleur d'entreprise et comme rapidité d'exécution, c'est ce qu'indique Paul-Émile Javard. En effet, alors qu'Amiens était isolé du front, grâce à cette ligne et à ses raccordements, 3 courants simultanés, complètement indépendants les uns des autres, pourront être amenés au front. Le premier, à partir de Rouen, via la gare d'Avancourt en Oise, avant de gagner par le biais de cette nouvelle ligne la gare d'Oisemont, à l'ouest d'Amiens, et de rejoindre enfin le raccordement qui mène à l'est jusqu'à Lompré-les-Corses. Le deuxième courant, toujours à partir de Rouen, et également via la gare d'Avancourt, suivrait ensuite la voie qui conduit à eux, mais bifurquerait quelques kilomètres plus au sud à Longrois-Gamache, avant d'emprunter la ligne de chemin de fer qui mène à Abbeville en passant par la gare de Lompré-les-Corses. Le troisième courant, enfin, au départ du port de Dieppe, en Seine-Maritime, longerait le littoral par la voie de chemin de fer d'intérêt local afin de gagner la gare 2 et poursuivre toujours le long des côtes jusqu'au raccordement de la gare de Pontoise. Ces 3 courants, sans être amenés à passer par Amiens, pouvaient donc pousser jusqu'au front. Alors si la distance qui sépare les 2 extrémités de cette nouvelle ligne n'était que de 62 km, ce qui soit dit en passant est déjà considérable, en réalité, le développement sur le terrain sera de 88 km, soit 42% de plus, en effet, car il faut aller le plus vite possible. Et par conséquent, construire des ponts est totalement d'exclure. En d'autres termes, construire des kilomètres de voies pour contourner les obstacles est beaucoup plus rapide. Cette ligne à double voie suivra donc les courbes de niveau en contournant les obstacles principaux. Heureusement, le pays est peu accidenté. 2 ponts néanmoins furent inévitables, l'un afin de franchir la Somme et l'autre en passage au-dessus sur la voie de chemin de fer de Rouen à Amiens, donc ici. Ce gigantesque chantier, afin de réaliser cette voie nouvelle, débuta le 2 mai 1918 et amena à remuer 784 000 m3 de terre, fournir et employer 262 000 m3 de ballast, poser 176 km de voie principale, soit 2 fois 88 km. Telle est la distance qui sépare Pontoise à Feuquières-Roquier selon le tracé arrêté, et 34 km de voies accessoires, le tout dans un délai de 3 à 4 mois. Le commissaire militaire du réseau conçoit et fait triompher auprès du commandement la solution qui consiste à mobiliser les ouvriers mineurs du Pas-de-Calais que la poussée allemande vient de libérer momentanément. Ce dernier va en organiser la répartition tout le long du tracé, ainsi que le cantonnement, le ravitaillement et l'encadrement par les sapeurs. Mais la majorité des ouvriers était composée de prisonniers de guerre. Dans tous les cas, il fallait également construire des logements à leur endroit. Les travaux de montage de la voie seront menés en avançant à partir de 2 bouts,
Les rails de la partie nord provenaient de voies devenues inutiles et des installations des mines. Dans la partie sud, en revanche, des rails neufs furent posés. Il faut enfin tenir compte du nombre de trains que représentent les quantités de matériel de voie et de ballast mentionnés précédemment. 900 trains furent utilisés à cet effet. Cette vaste entreprise, à son achèvement, fut baptisée la ligne des 100 jours, car telle fut la durée pour qu'elle soit entièrement terminée à double voie sur ces 88 km. En réalité, les travaux s'étendirent sur 114 jours avant que cette ligne ne soit inaugurée à la date convenue et respectée du 15 août 1918, car il est également nécessaire préalablement de tester la viabilité de cette ligne, de mettre en place les alimentations d'eau, des bâtiments en bois en guise de garde-surveillance et les communications téléphoniques. Son inauguration se fit en présence du président du Conseil et du ministre des Travaux publics. Cette ligne pouvait écouler jusqu'à 144 trains par jour dans chaque sens si le besoin s'en faisait sentir. Cependant, elle ne fut pas d'une grande utilité, car au moment où elle fut inaugurée, l'effondrement allemand était déjà bien amorcé. Durant la même période, il est à noter que la liberté du passage entre la gare d'Amiens et celle de Creil fut reconquise. Et pour l'anecdote, quelques mois plus tard, et alors que la guerre venait de se terminer, il fut décidé de ne pas conserver la ligne des 100 jours. Les chambres de commerce d'Abbeville et de Saint-Valery-sur-Somme étaient pourtant intervenues pour qu'une portion de cette voie puisse continuer à être exploitée. Elles pensaient en effet que ce serait un bon outil de travail pour la métallurgie légère de précision, serrurerie et robinetterie de la région. On y voyait aussi la possibilité d'apport de clientèle pour les stations de bord de mer, mais rien n'empêcha la démolition de la ligne des 100 jours qui commença dès mars 1919. Cette ligne pouvait pourtant rendre également de grands services aux habitants du canton d'Ornois, dont 14 km passaient sur son territoire. Certes, le Conseil général du département de la Somme, qui était opposé, en informa le préfet de la Somme, qui à son tour, via un courrier, pria instamment le ministre des Travaux publics et des Transports de vouloir bien suspendre l'exécution des travaux de démolition déjà entrepris. Rappelons que le Conseil général devait être appelé à émettre un vote ferme au sujet des lignes construites pendant les hostilités et dont le maintien lui paraissait utile. Les appels de la préfecture n'y changèrent rien, et à la fin du mois d'avril 1918, la ligne des 100 jours fut totalement démontée. Tout ceci en l'espace de 6 semaines. Donc elle a été rapidement construite, elle a été tout aussi rapidement détruite, ce qui relève d'ailleurs de l'exploit. Quelques jours plus tard, le 12 mai 1919, l'ingénieur en chef de la compagnie de chemin de fer du Nord adressa un courrier à la préfecture pour justifier cette démolition, faisant valoir que les besoins en rail de la compagnie de chemin de fer du Nord ont nécessité cette démolition et que la commission du réseau du Nord l'a déclarée inéluctable. En conclusion, et à travers les deux configurations différentes que nous venons d'aborder, il est évident que les services rendus par le réseau ferroviaire tout au long de la guerre prirent une importance considérable qu'il est difficile de nier, notamment dans le département de la Somme. Mais plus encore que tout, ce qu'il est indispensable de mentionner, c'est que les chemins de fer ne prirent pas seulement une part active dans l'effort de guerre, ils firent partie intégrante des combats et des offensives avec la LDF et la LGP, ou les excursions de trains blindés derrière les ennemis. En d'autres termes, le réseau ferré suivit de près les différents soubresauts de la guerre, en veillant toujours à rester en phase avec les derniers événements. Et de ce point de vue-là, on peut affirmer que les chemins de fer n'accumulèrent jamais un retard conséquent sur l'évolution récente du front. Au moment où la guerre devint une guerre d'usure, concomitamment à la lancée de grandes offensives, comme celle de la Somme en 1916, les lignes ferroviaires, en plus des services qu'elles rendent déjà, ont pour mission de suivre à distance réduite les armées dans leur progression. En d'autres termes, les voies de chemin de fer ne peuvent se trouver trop éloignées des troupes, à moins que ce soit le contraire. Cette tâche n'était pas aisée car, en dehors de la promptitude qu'elle nécessitait, elle conférait aux voies ferroviaires un enjeu stratégique à part entière et les amenait à devenir dès lors une cible de choix pour les armées ennemies. Et dès lors, pendant ces derniers mois de la guerre, au printemps-été 1918, les voies ferroviaires sont donc plus exposées encore qu'elles ne l'avaient été précédemment.
Juste avant de vous céder la parole pour vos éventuelles questions, je me permets de vous signaler l'article que j'ai écrit ayant pour titre « Le rôle du train dans la préparation de la bataille de la Somme », long de 10 pages. Il est paru en janvier 2012, dans le numéro 8 de la revue trimestrielle Tranchée, une revue dans laquelle vous retrouverez quelques-unes des illustrations que je vous ai présentées aujourd'hui. Vous pouvez toujours commander sur Internet ou auprès de votre marchand de journaux. J'en ai rapporté un exemplaire pour ceux qui souhaiteraient la consulter. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette conférence très intéressante. Je suis toujours aussi épaté de voir ce qu'on est capable de construire en peu de temps et qu'on mettra 15 ans à reconstruire les dégâts qui seront ainsi générés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, plusieurs. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai une petite question. Tout l'acheminement du ballast, par exemple, pour poser les rails plutôt, provenait d'un lieu précis ou c'était sur place, par exemple? Alors, ça pouvait être sur place, mais à partir du moment où les États-Unis s'engagent dans la guerre, à partir de 1917, on a beaucoup également utilisé les ressources qui arrivaient de notre puissant allié qui rentrait dans le conflit. Donc il y a eu également beaucoup d'importations venant outre-Atlantique pour justement répondre aux besoins que nécessitait ce conflit à partir de l'année plutôt 1918. Mais sinon, essentiellement sur les premières années de la guerre, on fait en sorte de faire tourner à plein rendement nos usines pour pouvoir fournir le matériel nécessaire. Ou bien alors, ce que j'ai évoqué parfois un petit peu subliminalement, tout simplement aussi parfois des démantèlements de lignes qui n'étaient plus jugés comme étant utiles, en dehors des zones de combat. Un grand merci, c'est passionnant. Moi j'entends, est-ce que tout le monde entend? Vous entendez? Moi j'entends, mais il faut que tout le monde puisse. Moi, c'est plutôt une admiration de ce phénoménal entreprise logistique parce qu'il faut absolument tout coordonner. Absolument. À la fois les chemins de fer, à la fois les militaires, et tout ça apparemment ça a été assez bien équilibré. Notamment, il fallait également avec le charbon, puisque les machines à l'époque fonctionnaient de charbon. Et je vais vous demander d'où venaient, entre autres, les obus. Vous avez montré au départ des trains des wagons d'où venaient-ils? De loin? Est-ce qu'ils avaient un long parcours à faire? Sous le feu de la part, région parisienne qui finalement est à une distance toute assez raisonnable de la Somme, ou sinon ça pouvait également arriver du Nord-Pas-de-Calais à condition que ce soit la période où les Allemands n'étaient pas trop proches non plus que le front n'était pas trop proche du Nord-Pas-de-Calais. Quant à la première partie de votre observation, en fait, c'est une disposition de la loi, je ne vais pas me tromper, je crois que c'est une loi qui doit remonter à 1877, qui indique que dès l'instant où une déclaration de guerre vient avoir lieu, les voies de chemin de fer se retrouvent aussitôt sous l'autorité militaire. Évidemment, en faisant travailler les cheminots, puisque un soldat d'infanterie ou de cavalerie ne peut pas se transformer en cheminot du jour au lendemain, mais c'est l'autorité militaire qui a la réquisition absolue sur les voies de chemin de fer et qui l'utilise comme bon lui semble, selon les besoins de la guerre. Donc c'est ce qui a rendu la chose assez facile, avec tous les aléas néanmoins, puisque, évidemment, vous vous en rappelez, en 1914, personne ne pouvait soupçonner que la guerre allait durer 4 ans, qu'elle allait devenir mondiale, mais en tout cas, c'est une disposition de la loi qui est bien antérieure, finalement, à l'ouverture des hostilités en 1914. Un petit côté de charbon, c'est pareil? Oui, tout à fait, absolument. Oui, réquisition d'autorité militaire. C'est la loi de la guerre, en fait, qui en décide ainsi, tout à fait. Oui. Alors, je sais que M. Montauban, au premier rang, voulait prendre la parole, et les deux personnes au premier rang, Madame la Présidente. M. Montauban et Il faut appuyer. Merci. Laissez-moi, je crois. Merci beaucoup pour ce très très bel exposé, richement informé. Alors justement, la dernière remarque sur une loi des années 1870 prenant en compte les chemins de fer,
recouper de mes préoccupations, parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire contemporaine, même si j'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse, mais justement, finalement, quel est le premier conflit qui utilise vraiment le chemin de fer? Est-ce que c'est par exemple la guerre de sécession aux États-Unis ou en Europe? Moi, j'ai souvenir comme de la guerre de 1870, non pas que le chemin de fer fasse partie intégrante du combat, mais il a été utile pour envoyer les troupes vers les zones de front. Voilà, parce que ce que je me disais, c'est qu'en 1914, ça fait quoi? Ça fait 2 tiers, 3/4 de siècle que le train s'est développé au milieu du 19e siècle, voilà, en Europe, et que donc, quand il y a un nouveau moyen de transport ou autre, naturellement, l'armée est très intéressée. Et donc, je me demandais, dans les plans, parce que la guerre éclate en 1914, enfin, ça fait déjà des années que chacun attend le moment de taper sur l'autre. Et donc, il y a tout un tas de plans qui sont élaborés, et justement, dans les années antérieures à 1914, et en 1914, quel rôle attribue-t-on au train? Alors, il faut savoir que on est bien avant la nationalisation des voies de chemin de fer. Donc, à l'époque, vous avez des compagnies de chemin de fer privées, il y a une seule qui a été nationalisée. Les voies de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer du Nord et la compagnie de chemin de fer de l'Est, pardonnez-moi, sont celles qui sont d'ailleurs les mieux pourvues en nombre de voies de chemin de fer. Donc, le hasard fait que ça tombe bien, puisque ce sont dans ces zones-là que les hostilités vont débuter en 1914. Et s'agissant, puisque c'était l'objet de mon étude, de la compagnie de chemin de fer du Nord, non seulement on a des voies qui sont souvent modernes, avec des trains qui sont d'ailleurs entièrement éclairés à l'électricité depuis 1899, parce qu'à l'époque, la compagnie de chemin de fer du Nord, donc une société privée dirigée par James de Rothschild, qui a veillé à ce que le train soit vraiment bien développé. Donc ça va faciliter grandement les choses finalement. Et effectivement, comme je l'ai indiqué à l'instant, les premiers balbutiements du train dans le cadre d'un conflit, c'est vraiment 1870, parce que ça permet de faire venir tous les conscrits le plus rapidement possible vers ce qui était à l'époque la Prusse, l'Allemagne, en tout cas vers l'est de la France, mais c'était tout, ça ne servait finalement qu'à cela. Peut-être aussi dans une moindre mesure pour l'évacuation des blessés. Mais à partir de 1914, on découvre finalement toutes les possibilités que va offrir le train. Et le hasard fait que géographiquement ça tombe bien, parce que contrairement aux autres compagnies de chemin de fer, vous aviez la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, la compagnie de Orléans, je ne sais plus, Paris-Orléans, ce sont celles du Nord et de l'Est qui sont les mieux équipées. Donc ça va vraiment faciliter les choses. J'aurais d'autres questions, mais je laisse la parole à d'autres avant de venir. Et je me permets d'ailleurs de faire observer, parce que ce n'était pas l'objet de mon propos, que les Allemands ont pris moins conscience que les Français de l'importance du train. Par exemple, les Allemands n'ont pas construit tant que ça de voies nouvelles, parce que, en 1914, vous le savez, les Allemands conquièrent une bonne partie du nord de la France, des positions qu'ils vont parfois conserver jusqu'en 1918, et à notre grande surprise, à la grande surprise des Alliés, lorsque la retraite allemande va s'opérer à partir de l'été 1918, les Alliés ont été très, très étonnés de constater que dans les lignes, dans les territoires qui étaient occupés depuis 4 ans par les Allemands n'avaient pas construit tant de ça de voies nouvelles, et encore moins de voies étroites. Voilà. Les Allemands n'ont pas pris conscience du potentiel ferroviaire. Monsieur. Oui, merci beaucoup. Très bel exposé. Je suis bénévole au petit train de la Haute-Somme, donc le dernier vestige de toute cette construction étonnante. Donc 7 km de voie à partir du hameau de Froissy jusqu'à Dompierre, et avec un très beau musée aussi où vous pourrez retrouver un certain nombre de documents, d'archives, etc. Donc je voudrais répondre à la personne tout à l'heure qui demandait pour le ballast. Alors effectivement, on a l'extraction de ballast dans la région. On a tous les jours d'ailleurs des trains de ballast qui passent par Amiens, mais il faut savoir que les dernières centaines de mètres c'était fait avec des voies sans ballast, puisque c'était des coupons de rails qui pouvaient être portés par 4 personnes. Et donc on pouvait aussi adapter effectivement cette voie, la démonter à un moment donné, la remonter plus loin, parce que 4 personnes suffisaient pour prendre un coupon de voie soit de Covid, soit pécho. Et c'était très pratique. Il faut savoir aussi que cette guerre a fait avancer aussi le chemin de fer, puisque on avait des locomotives à vapeur, mais le problème des locomotives à vapeur, c'est qu'elles se voyaient, on voyait la chauffe de loin, et donc on a utilisé déjà les premiers motifs de diesel, et puis aussi des locomotives électriques, puisqu'on avait des petites locomotives électriques. Donc voilà, c'est
simplement pour, merci pour ces enrichir compléments d'information. votre brillant exposé. Merci. J'ai appris beaucoup de choses. Merci. Et puis vous inviter à aller visiter le petit train de la Haute-Somme, Absolument. qui mérite le détour. Je suis allé dans votre musée il y a une vingtaine d'années, à l'époque où j'étais étudiant, pour précisément faire mes recherches en vue du mémoire de master que j'ai réalisé. Donc je vous en recommande la visite, Vous effectivement. avez rencontré David Blondin, d'ailleurs, qui en est le Oui, président. oui, tout à fait, absolument. Oui, Voilà. absolument. Merci de votre intervention, monsieur. Y avait-il d'autres questions? Oui, monsieur, ici, au premier rang, c'est vrai que monsieur avait levé la main. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Des capricieux. Merci pour cet exposé qui est extraordinaire. Je crois savoir que dans la guerre entre l'Autriche et la Prusse, le train a beaucoup manqué aux Autrichiens. Oui, oui. Alors je suis moins spécialiste de cette zone du monde, mais je vous crois sur parole. C'est assez vraisemblable, effectivement. Oui, oui. Oui, la France était, la Grande-Bretagne et la France étaient sans doute les pays d'Europe les plus avancés en termes d'installation de voies de chemin de fer, essentiellement, comme c'était mentionné depuis le milieu du XIXe siècle, sous les règnes en France de Louis-Philippe et surtout de Napoléon III, bien sûr. Je voulais aussi signaler l'action des Chinois. Oui, bien sûr, tout à fait. Notamment en 1918, alors, il y a le cimetière effectivement qui se trouve à Nolette-sur-Mer, c'est ça Nolette. Pardon. Et effectivement, lui, ils avaient participé. On est allé chercher, je crois, 150 000 Chinois, je ne voudrais pas me tromper dans les chiffres, pour qu'ils puissent participer justement aux travaux sur les voies de chemin de fer. Et une fois leur campement avait été bombardé, donc certains étaient partis en courant, étaient devenus un peu fous. Déjà le transport dans des conditions épouvantables pour les années de Chine jusqu'en France avait amené certains à perdre déjà un peu la raison, mais c'était Ils ont un maladie aussi. Les Britanniques et Français étaient allés entre guillemets chercher de la main-d'œuvre en Chine, effectivement. Et en Inde aussi. Et à l'Inde, c'est plus facile, parce que l'Inde faisait partie du Commonwealth. Bien sûr, Et dernière remarque, on connaît mieux l'histoire française que l'histoire allemande. Qu'est-ce qui a déclenché cet effondrement des Allemands alors qu'ils avaient au départ tout gagné? Il y a un ralentissement qui s'est opéré en juillet-août 1918. Ils avaient quand même fait un effort considérable. La progression opérée entre mars et juillet est quand même assez grande. Le général Foch doit confier le commandement des Britanniques et des Français, ce qui permet une plus grande coordination entre ces deux armées. L'apport américain aussi, et tout ça a conduit à cette fameuse journée assez oubliée d'ailleurs, du 8 août 1918, que même Ludendorff a déclaré comme étant la journée de deuil de l'armée allemande, où là, en l'espace d'une journée, les Allemands reculent de 60 km, c'est une véritable débandade. Et à partir de ce jour, du 8 août 1918, les Allemands ne reprendront plus jamais l'initiative jusqu'à la fameuse date du 11 novembre 1918. Mais c'est comme ça qu'effectivement la retraite s'opère. Il y a un état d'épuisement aussi des troupes, même si effectivement il y avait ces troupes fraîches, c'est beaucoup dire. J'ai expliqué à un moment en quelques mots qui arrivaient du front d'Est. Ce front n'existant plus, arrivé sur le front occidental, mais il y a eu une usure aussi bien moralement des soldats, ce qui d'ailleurs était également le cas du côté des Alliés, mais à un moment l'histoire a basculé ce jour du 8 août 1918 avec les conséquences que c'est. D'ailleurs, on ne dit jamais assez, on connaît l'état de destruction de notre département de la Somme, du Nord-Pas-de-Calais et de beaucoup d'autres départements. L'Allemagne a été épargnée. Les hostilités se terminent avant que le front n'arrive en Allemagne. Donc l'Allemagne n'a pas connu la moindre destruction et seul le nord de la France, le nord et l'est de la France ont été ravagés. C'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier. On peut peut-être ajouter dans les facteurs de l'effondrement les effets du blocus économique. Et la nourriture est rationnée, et il y a tout un tas de produits, des matières premières pour l'armée qui commencent à manquer. Tout à fait. On sent que les Allemands, lorsqu'ils lancent l'opération Nickel en mars 1918, savent que c'est leur dernière chance. Soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire qu'elle peut fonctionner, cette offensive, ils s'en donnent les moyens, ils ont le temps de la préparer. Ils arrivent quand même pas très loin d'Amiens, au sud de l'Aisne. De mémoire, ils ne sont pas aussi proches. En 1914, ils avaient été Paris, mais dans tous les cas, ils sont sur la bonne voie. Et à un moment, l'épuisement, le blocus économique et d'autres décisions font qu'effectivement, cette opération ne va pas aller jusqu'à son terme, et on connaît la suite. Mais ça a été extrêmement tangent en mars 18, effectivement. Puis on a aussi l'arrivée des chars de combat qui prennent une part importante, surtout à partir de juin 1918, donc ça va aussi contribuer au succès des Allemands.
Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Est-ce qu'il y a encore des Il y a encore une question, je vois, monsieur. Le micro va arriver jusqu'à vous. Ça permettra à tout le monde de pouvoir profiter de votre observation. On peut mentionner que l'armistice, justement, a été signé à bord d'un aéron. Ah, exactement. Je vous fais bien de le préciser. Sans doute une façon de rendre hommage aussi à l'apport considérable des trains. C'est exact. Je pense que c'est pas anodin. Effectivement, ça aurait pu que ce soit en forêt de Compiègne, oui, mais dans un wagon, et c'est dans le plan symbolique. Vous avez entièrement raison. Oui. Merci de cette observation. Je ne vois pas d'autres questions de Laurent. Écoutez, merci encore de votre attention. Peut-être à une prochaine fois. Merci à vous.